Alors, je vais vous présenter Abilian. Oui, je vais peut-être parler dans le micro en plus. Abilian, donc une jeune société innovante, créée il y a déjà 3 ans. On fait de l'open source, on est éditeur open source. Et en un quart d'heure, donc on va faire assez vite, on va présenter les slides assez vite, mais j'espère qu'il y aura des gens dans la salle que ça va intéresser. Soit que vous soyez client potentiel, soit que vous soyez éventuellement partenaire sur des projets. Le contexte dont je veux vous parler, c'est le contexte de l'entreprise de zéro, des réseaux sociaux d'entreprise, plus généralement la transformation numérique de l'économie. Bon, on va voir qu'on a un positionnement sur un certain nombre de ces sujets. D'abord sur le plan technologique, avec forcément, nous, dans l'open source, on aime bien commencer par faire des jolis projets, mais aussi avec un positionnement métier que je vais vous présenter dans quelques minutes. Mais donc les premiers slides sont là pour donner une idée du contexte et notamment du fait que depuis 2-3 ans, on parle de réseaux sociaux d'entreprise. Donc des outils de collaboration qui sont inspirés par les réseaux sociaux classiques, les LinkedIn, Facebook et autres Twitter, mais appliqués à des entreprises. Alors ça peut être des grandes entreprises, des grands groupes de plusieurs centaines de milliers de personnes ou dizaines de milliers de personnes. Ça peut être aussi, on peut très bien utiliser ces outils dans le cadre de TPE ou PME ou associations de l'ordre de, même à partir de 3 personnes, ça commence à être utile. Alors les intérêts de l'entreprise de zéro, il y avait différents rapports qui ont été publiés, par exemple par la Commission européenne, c'est très sérieux, et qui met en relation la notion d'entreprise de zéro avec notamment la notion d'innovation ouverte, Open Innovation, quelque chose qui est vraiment le sujet qui est au cœur du Paris Open Source Summit, si vous étiez là lors des keynotes d'ouverture hier. Les technologies et les méthodes de travail inspirées par l'entreprise de zéro permettent de faire de l'innovation ouverte, de créer des communautés de pratiques, de favoriser la communication ouverte, d'être plus agile, etc. Bon, un slide qui montre aussi la transformation du paysage de l'IT, avec à gauche, c'est tout ce qui est un peu... pas dire, faut pas être trop méchant, mais c'est classique, quoi. C'est du déjà vu, c'est old school. Et à droite, c'est ce qui est nouveau. Alors c'était nouveau, parce que ça a déjà 2-3 ans. Il y a encore des sujets qui ne sont pas encore forcément, dont toutes les entreprises ne se sont pas encore emparées, même j'en suis à peu près certain, des sujets de social CRM, les API, l'open data, voilà, tous ces sujets-là, qui sont des sujets de transformation et sur lesquels, avec notre modeste contribution, on espère quand même avoir un impact. Alors il y a aussi un mot, alors c'est un mot qui fait encore plus peur, c'est le mot ERP. Et alors il y a des gens qui parlent d'ERP 2.0, donc c'est l'ERP New Look, New School, avec ce super diagramme, c'est pas moi qui l'ai fait, il est un petit peu... il illustre la vision par ces professeurs d'université de Toulouse et monsieur de SAP qui ont fait un papier il y a 2 ans. On voit des mots-clés. Alors on voit des mots-clés... non, j'arrive pas. Social network. Social network, qu'est-ce qu'on a d'autre? Teamspace, wiki, forum, blog, tag, RSS, etc. Donc il y a les mots-clés du Web 2.0, on va dire, qui s'insèrent finalement entre ou au milieu d'outils qui sont plus classiques et qui sont plus liés au système d'information traditionnel. Alors, un petit mot sur ma société, fondée il y a 3 ans, positionnement résolu d'éditeur open source dans ce domaine précis, et avec des clients, pour l'instant, qui sont des clients de niche, qui sont des acteurs de la compétitivité, de l'innovation ouverte, et plus précisément des pôles de compétitivité et des établissements d'enseignement supérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas à avoir des clients dans d'autres domaines, ça ne veut pas dire que notre technologie n'est pas capable de réaliser de belles applications dans d'autres domaines, mais pour des raisons simplement de stratégie commerciale, avec les moyens qu'on a, pour l'instant, on s'est focalisé sur cette niche. N'hésitez pas néanmoins à venir nous voir.
Alors, dans les autres cas, on a quelques partenaires dans le domaine du conseil et dans le domaine de la R&D. Je vais revenir là-dessus. Alors, effectivement, on a plusieurs activités. C'est une des caractéristiques des toutes petites boîtes de l'open source. En fait, plus on est petit, plus on fait de choses différentes. D'un point de vue stratégique, ça a l'air un peu aberrant, mais en fait, pas nécessairement, parce que quand on est petit, on est obligé finalement d'avoir plusieurs cordes à son arc pour arriver à convaincre les utilisateurs que nos solutions sont pertinentes. Donc on a un laboratoire de R&D open source avec qui on fait de la R&D collaborative avec des partenaires. On est éditeur d'une plateforme, donc vraiment d'un logiciel technique, un truc qui fait rien à part permettre de faire des logiciels. Et puis on est éditeur de solutions, des trucs qui font vraiment des trucs pour les utilisateurs, pour les métiers. On est éditeur de SaaS, en d'autres termes, on héberge moyennant redevance mensuelle ou annuelle des applications. Alors à petite échelle encore, mais bon, c'est amené à progresser. Et puis on fait du service professionnel, donc de l'accompagnement, du développement spécifique, de la formation, etc. Bien sûr, dans notre domaine de compétences et à plus forte raison sur précisément nos produits. Alors, pourquoi on est là? Ok, je ne sais pas s'il y a des gens qui se sentent déjà intéressés et qui ont vraiment envie d'y aller, mais en tout cas, c'est vrai qu'on cherche des clients, des nouveaux clients, parce qu'on en a déjà quelques-uns, des partenaires dans le domaine de l'intégration et la R&D. Alors comment on se positionne? Alors n'oublions pas que, alors un peu de terminologie, le RSE, bon, on connaît, c'est déjà un mot qui est surchargé en français, mais le réseau social d'entreprise, voilà, c'est une espèce de truc qui ressemble à Facebook, mais qui, au lieu d'être là juste pour discuter avec ses amis, a une véritable fonction de travail collaboratif, d'échange d'informations pertinentes par rapport à l'activité de l'entreprise. Néanmoins, les RSE à l'heure actuelle, c'est encore beaucoup des choses justement qui sont... On est dans le collaboratif pur, mais pas beaucoup, il y a quelques contre-exemples, mais pas beaucoup dans le métier. L'un de nos challenges, ça va être d'intégrer des notions métiers dans du RSE ou à l'inverse, intégrer des notions de réseau social dans des applications métiers. Et tout ça, ça s'insère dans un contexte plus vaste, qu'on appelle l'entreprise de zéro. Et ça correspond aux mots-clés qu'on avait vus tout à l'heure, tagging, search, wiki, blog. Il y a quelques mots-clés aussi qui ont été énoncés en 2006-2007. Des acronymes, donc search, link, authorship, tags, extensions, signals. Donc tout ce qui permet de mutualiser les informations entre les collaborateurs de l'entreprise, de les taguer, donc d'être capable de les retrouver, de les échanger, de s'abonner à des flux de notifications, etc. Et donc du coup, c'est là encore sur ce slide, on ne va pas tout détailler, mais c'est les principales fonctions de la boîte à outils que je présenterai ensuite, mais qui sont, à notre sens, les caractéristiques et ou les fonctions fondamentales d'applications métiers ou pas, mais en tout cas d'applications collaboratives qu'on peut appeler social business ou entreprise de zéro. Ce monsieur, Oscar Berg, affirme que le principal, vraiment la principale caractéristique des applications dites social business, c'est la capacité d'intégrer via des flux d'informations, ce que dans notre jargon, dans notre milieu, on appelle les flux d'activité. Et vous avez ce diagramme qui montre aussi à peu près la même chose. Vous avez les différentes grandes catégories d'applications business qu'on peut trouver dans les entreprises. Et vous avez à droite, alors ça c'est le passé on va dire, et ça c'est le futur. Vous avez les applications sociales ou le système un peu social qui va permettre de faire l'intégration via notamment les flux d'activité entre ces différentes applications. Donc on passe, c'est classique, mais on va quand même le dire, d'une logique de silo à une logique plus intégrée et plus efficace pour les collaborateurs. Alors les gens aussi se sont aussi longuement penchés sur le retour sur investissement pour justifier les investissements, comme d'habitude. Donc ce diagramme qui remonte à 2010 avec une étude de McKinsey, vous donne quelques arguments si vous avez besoin de vous convaincre ou de convaincre quelqu'un de l'intérêt de ces approches. Donc on est sur des gains en productivité, en efficience,
que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes d'accès aux expertises internes, d'accès à la connaissance qui a été accumulée dans l'entreprise mais qui n'est pas forcément accessible immédiatement. Et puis également une accélération des processus, ça c'est fondamental. Donc avec des bons outils, on arrive à accélérer les processus, donc plus réactifs par rapport aux demandes des clients. Et puis le dernier cadran, hein, tout en bas à droite, vous avez la capacité d'innover. Hein. Là encore, on revient au tout début, c'est le slide de la Commission européenne, avec la capacité de faire plus d'innovation ouverte. Donc nous, à Bilian, on a développé une plateforme, je vais vous la présenter. Elle est open source, interopérable, on permet de faire de la co-innovation. Donc s'il y a des gens qui ont envie de travailler avec, bien sûr, ils sont bienvenus. Elle est flexible, c'est vraiment une plateforme, donc on peut plugger, entre guillemets, des composants et rajouter des fonctionnalités. À la différence d'autres gens qui ne font que du collaboratif, on a essayé aussi d'avoir un impact sur les applications métiers. Bon, pour l'instant, un petit nombre d'applications métiers, mais potentiellement, on pourrait vraiment faire beaucoup d'applications métiers différentes et plus ou moins spécialisées. On a une approche service, bon là encore, c'est l'approche plateforme, hein, qui est basée sur des services et des flux d'activité. Et enfin, on essaye de travailler sur l'expérience utilisateur, ce qui différencie aussi un peu les applications dites 2.0, qui sont censées être un peu plus agréables et ressembler un peu plus aux applications grand public que les applications traditionnellement vécues comme un peu rébarbatives. Je parle bien sûr des applications d'entreprise. En termes d'architecture, donc là il va y avoir quelques points techniques. On a travaillé, donc on a toute une stack open source. Il y a des bouts qui sont à nous, entre guillemets, en tout cas qu'on a développés. Pardon, les bouts du haut, c'est plutôt à nous. Et les bouts du bas, c'est plutôt des... pardon, c'est même pas tout à fait ça. Non, c'est un autre slide, pardon. J'ai confondu avec un autre slide qui ressemblait beaucoup. Là, on a fait la distinction entre les services communs, donc les services vraiment techniques, ce qui fait tourner la plateforme. Ensuite, en vert, on a des choses qui sont plutôt entre guillemets 1.0, donc qui correspondent à des choses qu'on savait déjà faire il y a quelques années ou qu'on faisait il y a quelques années. Et en violet, c'est plutôt du 2.0, du social, du blog, du wiki. Alors 2.0, c'était déjà au milieu des années 2000, hein, alors bientôt passé dans le 3.0, mais encore une fois, il n'y a pas, à notre connaissance, beaucoup de plateformes qui réunissent toutes ces fonctions d'une manière intégrée et avec un focus sur le métier. En termes de techno, donc on est parti sur une pile Python, et donc on a choisi un certain nombre de librairies ou de frameworks open source dans l'écosystème Python, en fonction de leur qualité, de leur maturité, de leur adéquation évidemment par rapport à nos besoins. Je n'ai mis que les principaux. Donc tout ça, c'est le Python, le framework web, le framework pour faire des API, le framework pour gérer les données. Ça, c'est les systèmes de base de données, PostgreSQL pour faire du SQL et Redis pour la partie NoSQL. Et puis à droite, c'est les technologies côté client. Donc là, ça bouge encore plus vite. Hein. On sait que les frameworks JavaScript, il y en a un nouveau qui sort tous les... Il y a des gens qui blaguent, il y en a un nouveau par jour, c'est pas tout à fait vrai, mais il y a vraiment une grosse capacité d'innovation en ce moment dans ce domaine-là. Et donc on a un peu tout essayé, on est en train de se stabiliser, mais pour l'instant on a des technos déjà classiques, notamment jQuery, et puis on est en train de migrer vers des technos un petit peu encore plus modernes. Donc on a un certain nombre de projets open source. Alors, il y en a deux qui sont déjà réalisés, c'est les deux premiers. Abilian Core, là, vraiment la boîte à outils, donc, qui fournit toutes les fonctions qu'ensuite on va réutiliser dans les applications métiers. SBE, bon, qui est deux choses, on ne s'est pas encore très bien positionné. C'est à la fois le framework qui fait la partie sociale, et puis une application sociale, un système collaboratif clé en main, donc qui ne demande qu'à être adapté ensuite et amélioré, à être customisé, mais qui déjà fournit des services clé en main. La partie gestion de l'information et CRM, pour l'instant, on finalise avant de réaliser en open source, mais ça n'est qu'une question de mois. Et surtout, ça marche déjà en production, mais il faut qu'on nettoie, qu'on modifie un peu les API. Et puis, il y a encore d'autres composants qui sont aussi déjà développés dans le cadre de projets clients et qui vont être améliorés et mis en open source. Le framework, alors je ne sais pas, il y a des gens techniques. Est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse, en fait, ces sujets? Parce que sinon, j'accélère. Donc le framework technique, effectivement, il fait tout un tas de choses. C'est un vrai framework qui représente déjà 15 000 lignes de code, qui a été réalisé il y a 2 ans
et donc qui a un certain nombre de téléchargements par mois, 2000 téléchargements par mois, c'est tout à fait honorable. Non, c'est pas ce que les gens en font, c'est ça la magie de l'open source. Donc on espère un jour qu'on aura des retours. Alors il y a d'autres sujets techniques qui nous semblent, mais techniques et en même temps pas 100% techniques, mais qui nous intéressent, c'est l'interopérabilité entre toutes ces solutions. Hein. On est encore une fois Paris Open Source Summit. Les questions d'interopérabilité sont fondamentales. Donc il y avait un monsieur, toujours le même, hein, c'est un peu le gourou de l'entreprise de zéro, Diane Hinchcliffe, qui disait en 2012, on a besoin de standards ouverts. À ma connaissance, il y a eu des tentatives et elles n'ont pas forcément abouti. Alors, il y a un certain nombre de standards sur lesquels on peut se baser. Il y en a un qui marche bien, c'est Activity Streams, qui a été repris par IBM. IBM a mis un peu la main dessus, mais bon, ça marche. Et il est sorti en 2.0, en version 2.0 cette année ou l'an dernier. Ça, c'est pour le documentaire. Ça, c'est un truc qui avait l'air bien, qui avait été fait par Oracle, qui avait été mis dans le consortium Oasis, et apparemment personne ne s'en sert. Donc on était parti dessus, mais on a levé le pied. A priori, on va partir sur autre chose. Et après, il y a tout ce qui concerne les API REST, avec pas mal de standards émergents. Donc on est en train de regarder le domaine Demand Driven santé. Alors ça, c'est encore plus émergent. C'est sorti cette année, ce concept, avec un projet de Facebook et un projet de Netflix, GraphQL et Falcor. On est en train de regarder ce que ça va donner. Et puis on fait des projets de R&D, pardon, dans quel domaine? Ah oui, dans l'interopérabilité. On a un projet qui est en cours de montage, donc si ça vous intéresse, il faut me contacter. Alors maintenant, les solutions. Donc là, on entre dans le métier. Alors, encore une fois, désolé si ce n'est pas votre métier, mais peut-être que ça vous intéressera quand même. Et puis si c'est votre métier, tant mieux. On ne peut pas gagner à tous les coups. Alors on a fait un système d'information collaboratif et sécurisé pour les acteurs de l'innovation ouverte, qui a un nom barbare qui c'est 6PC. Alors PC, ça veut dire pôle de compétitivité, parce que par acteur de l'innovation ouverte, on entend surtout pôle de compétitivité, mais ça marche aussi pour les clusters, ça marche aussi pour d'autres acteurs un peu similaires. Les clusters et les pôles de compétitivité ont besoin de bien connaître un écosystème, donc ils regroupent des centaines de membres, et c'est pas toujours évident d'avoir toute l'information, de la regrouper, de la recouper, et de faire en sorte que les équipes aient toute l'information. Ils veulent créer du lien social entre les membres. Donc c'est un peu une question simplement de gestion de communauté par rapport à une communauté de membres professionnels. Ils doivent gérer des projets. Alors c'est pas eux qui gérer des projets, pas au sens de gestion de projet, mais de savoir ce qui se passe dans un certain nombre de projets. Des centaines de projets, donc c'est quand même un défi pour les pôles. Ils doivent être agiles, c'est vrai, comme toutes les entreprises. C'est pas des entreprises, mais en tout cas, c'est pas des entreprises à but lucratif, mais c'est quand même des organisations qui ont besoin de rendre des comptes. Ils ont et aussi leurs équipes se professionnalisent. La notion de pôle de compétitivité, ça n'existe que depuis 10 ans, et en 10 ans, ça s'est structuré, ça s'est professionnalisé. Et puis il y a une question de confidentialité. Donc on a fait notre plateforme 6PC basée sur la plateforme technologique que je vous ai présentée il y a quelques minutes. Développée à l'origine pour Systématique, en cours de finalisation pour Medicine, qui a été également reprise par Akinetic, le pôle des logiciels libres en Aquitaine. Et bien sûr, on cherche d'autres clients dans ce domaine. Donc, intégration forte de deux grands types d'applications, le CRM d'un côté, mais pas le CRM classique où on a des notions de lead, de prospect, etc. On n'est pas forcément dans la notion de prospection, sauf effectivement quand on essaye de prospecter les nouveaux membres, mais surtout on veut bien connaître un écosystème et être capable de fournir à chacun des services adaptés, donc dans le cadre notamment du développement des entreprises. Et puis la notion de communauté, ces pôles de compétitivité, ce sont des grandes communautés qui sont souvent segmentées en groupes thématiques, en équipes, en projets, etc., etc. Donc on a à la fois du métier, à la fois du générique, donc des choses qui sont vraiment classiques, et puis des choses qui sont beaucoup plus spécifiques au métier des pôles de compétitivité. Et donc c'est pour ça, dès le départ, qu'on avait prévu une plateforme modulaire et extensible. Donc du coup, l'architecture, on part de trucs open source, de librairies, de frameworks, de logiciels, etc. open source existants, que du classique, ça tourne sous Linux, Postgres comme base de données, etc. On a nos modules à nous, donc la partie core plateforme, qui est vraiment le framework, et puis
les deux parties, les deux pendant, la partie qui gère le CRM et la partie qui gère la collaboration émergente. Ensuite, sur cette base-là, on a fait déjà des customisations métiers pour le métier des pôles. Donc un premier niveau de customisation. Et puis tout en haut, on a les customisations spécifiques parce que chaque pôle, en fonction de sa taille ou en fonction simplement de sa façon de travailler, aura des terminologies différentes, des notions de confidentialité par exemple sur les données qui ne seront pas forcément strictement identiques. Certains seront un tout petit peu seront plus stricts. Ils diront vraiment il n'y a que telle équipe qui a le droit de voir telle donnée. Il y en a d'autres qui diront ok, on va partager les informations entre l'équipe, mais évidemment, il ne faut pas que ça sorte de l'équipe, etc. Et donc au final, on se retrouve avec une meilleure qualité des informations qui sont gérées, des processus métiers qui peuvent vraiment être mis en place et qui ensuite peuvent être optimisés, contrôlés. On voit que, ah tiens, ça fait un mois qu'on n'a pas répondu à cette demande d'adhésion, c'est bizarre, il faudrait peut-être y penser. Avant la mise à place de notre plateforme, il y a des lettres, des courriers de demande d'adhésion qui se perdaient. On ne sait pas, mais enfin, en tout cas, ça traînait pendant un an. C'est dommage, on perd un membre alors qu'on aurait peut-être pu faire des choses intéressantes avec ce membre. Et puis surtout sortir des indicateurs de performance. La plupart des organisations modernes maintenant sont en partie drivées par ces fameux indicateurs, ces KPI. Et donc il faut être capable de les sortir pour des financeurs qui sont très exigeants. Comme une partie de l'argent, pas tout heureusement, mais une partie de l'argent qui va dans ces structures et de l'argent public, les financeurs publics, c'est-à-dire nous finalement, on demande à ce qu'on ait des preuves, en tout cas des indicateurs qui montrent que l'argent n'est pas parti, qu'il a été employé, de quelle façon il a été employé. Et puis sur la partie RSE, vous avez vraiment, alors là c'est du classique, meilleur partage des connaissances, meilleur partage d'expertise, moins de silos. Alors ça c'est pas toujours. Des fois on veut quand même mettre des silos, on veut quand même dire que tel groupe il a des informations confidentielles et on ne va pas les partager avec tout le monde. Et dans d'autres cas, on veut que ce soit beaucoup plus diffus. Et puis l'argument classique, on arrête d'échanger les documents par le mail, on les échange par la plateforme. Alors on a un deuxième produit qui n'a rien à voir, qui s'appelle Comment, qui est une plateforme d'annotation de texte et d'écriture collaborative, qui est utilisée par des gens éminents comme le CNDP, le Centre national de la documentation pédagogique, qui s'appelle maintenant le groupe Canopé, mais c'est la même chose, le Conseil national du numérique ou la Quadrature du net. C'est un logiciel libre qu'on peut télécharger, mais c'est aussi une plateforme SaaS, avec un prix qui peut sembler dérisoire, mais qui est, suivant les usages, c'est soit dérisoire, soit raisonnable. On va essayer d'optimiser le pricing pour que ça nous rapporte un peu plus d'argent. Et il s'agit d'un projet qui effectivement ne rapporte pas beaucoup d'argent pour l'instant. Donc on cherche les gens que ça intéresse parce qu'on pense quand même que c'est quelque chose qui n'a pour l'instant jamais été égalé en termes vraiment de capacité à mettre des annotations sur des textes. Je vous mets le screenshot tout de suite. Vous avez un poème par exemple là, et donc la possibilité de mettre des annotations. Ça a l'air classique, mais c'est quelque chose qui a vraiment été optimisé. Lorsqu'on change le texte ici, les annotations vont rester, ce que les autres outils ne savent pas bien faire, ou pas, suivant les choix qu'on a fait, mais il y a vraiment cette capacité à faire évoluer un texte en fonction de différents commentaires. Et notamment, le Conseil national du numérique, dans le cadre des pré-discussions, alors on ne parle pas de la plateforme qui a été ouverte pour le grand public, mais des discussions internes autour des propositions, autour de la loi d'Axel Lemaire, avait utilisé cette plateforme. Alors le dernier produit, même s'il n'est pas encore tout à fait un produit, mais ça le deviendra bientôt. On l'appelle Labster, mais on n'aura pas le droit de l'appeler Labster parce que c'est une marque déposée par quelqu'un d'autre. Et c'est un outil, là encore, un outil collaboratif, dédié toujours aux mêmes catégories d'acteurs, mais pas tout à fait, les directions centrales des grandes universités ou des grands établissements publics de recherche. Donc il y a des directions qui doivent échanger des demandes avec les labos, demandes de recrutement, demandes de financement, demandes de projets, de montage de projets collaboratifs, demandes de transfert. Et donc on a développé cet outil qui intègre ces différentes technologies et notamment qui intègre un workflow dynamique puisqu'on est typiquement dans un outil proche du case management.
Encore une fois, si vous êtes dans ce domaine, ça vous intéressera sûrement. Si vous n'êtes pas dans ce domaine, il est possible quand même que ça vous intéresse parce que vous avez un besoin similaire, couvert notamment par ces différentes technologies. N'hésitez pas, et c'est le dernier slide, à nous contacter, à nous envoyer un petit mail. On a un site web qu'on va bientôt refaire, mais dans lequel il y a déjà un certain nombre d'informations par rapport à nos projets actuels. Merci.